Bonjour à tous et à toutes. Là, je vois Tainá, Marcos, Bruna, Fabiola, Fábio, Graziele, Lázaro, Ana Carolina, Isabela Matos, de Matos. Je vous vois, mais c'est l'écran ici. Peut-être qu'il y a d'autres personnes, je ne regarde pas la liste. Donc, je vous souhaite la bienvenue pour ces cours d'aujourd'hui, du 29 juillet 2021. Et c'est le cours de Panorama. Et donc aujourd'hui, on va parler du concept de littérature, d'histoire littéraire, de genre littéraire. C'est ça, en fait. Et peut-être encore d'autres aspects. Je vérifie ici le programme. Et parce qu'il y a pas mal de choses ouvertes ici. C'est ça, c'est qu'est-ce que la littérature, l'histoire littéraire, les écoles, voilà, les écoles, les courants et les mouvements, et la problématique des genres littéraires. Mais avant de commencer, d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous rappeler qu'il faut choisir le texte, le livre de la dissertation et mettre vos noms devant les titres de l'œuvre. Il me semble que pour l'instant, seulement 10 personnes l'ont fait. Je vais remettre, après le cours aujourd'hui, je vais remettre le lien qui donne accès à ces tableaux sur Google Drive et pour que vous puissiez quand même choisir l'œuvre. Les œuvres sont déjà disponibles, n'est-ce pas, dans les fichiers du cours, dans notre salle Teams. Et c'est ça, ce sont 5 livres à choisir un seul. Il y a de tout, des exemplaires, pas de tout, tous les genres littéraires, mais quand même quelques-uns. Le théâtre, la poésie, la nouvelle et le scénario de films. Ce semestre, il y a cette innovation. Et il y a aussi un roman d'Alain Robbe-Grillet. Et je vois ici que Marguerite Duras, comme toujours, c'est un succès. Donc, il n'y a plus de place. Toutes les 6 places disponibles pour Marguerite Duras ont été déjà prises. Donc, pour les retardataires, donc il faut choisir une autre œuvre. D'accord? Est-ce que, avant de commencer, est-ce que vous avez une question à me poser par rapport au cours, par rapport à la dernière semaine? Anna Caroline, donc tu as regardé le film récemment ou ça fait déjà longtemps? Tu connaissais déjà le film? Oui, ça fait longtemps. C'est parce que j'adore le cinéma français. Je Hmm. regarde beaucoup de films. Oui. C'est drôle parce que j'ai regardé ce film quand je faisais ma licence. Donc, ça fait très longtemps, plus ou moins 20 ans. Et à cette époque-là, c'était le début des années 2000. C'était plus difficile d'avoir accès à ces genres de choses. Aujourd'hui, je ne sais pas si le film est disponible sur YouTube ou une autre plateforme. Mais à cette époque-là, c'était plus difficile. Et j'ai écouté ou j'ai entendu dire qu'une professeure allait exhiber le film dans son cours. Et moi, je suis entré dans la salle pendant les cours, tout simplement sans connaître la professeure pour regarder le film. Donc, c'est ça. Même si vous n'avez pas, pour les autres, vous n'avez pas choisi cette œuvre, ça vaut la peine de regarder le film Hiroshima, mon amour. D'accord? Graziele, là, ça va, tu m'écoutes? Tu as laissé Oui, un message. je vais mettre l'audio sur mon portable et maintenant je vous écoute. D'accord, très bien, parce que je vis ton message ici.
tout à l'heure. Donc, c'est ça, ce que j'avais à vous dire avant de commencer. Et donc, je vais commencer par partager l'écran. Voyons ce que nous avons ici comme... est-ce que mon image est un peu lente? Oui ou non? Non. Je n'ai pas compris ta question. Si l'image de ma caméra est lente ou pas? Ah non, c'est normal. Ah d'accord, parce que comme je suis dans une autre pièce de la maison, je ne sais pas si la connexion Wi-Fi fonctionne bien, si ça marche bien ici. Donc, vous voyez déjà ici projeté le programme du cours. Je ne vais pas reparler du programme. C'est juste, je vais juste indiquer ici ce qui est prévu pour aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le 29 juillet, nous avons cette introduction. Je vais essayer de le faire vite pour réussir à parler de tous ces points, de tous ces aspects-là. Mais je vais essayer quand même de ne pas perdre la profondeur de la discussion. Et ici, vous retrouvez ces livres-là déjà dans le document. Todorov, c'est une lecture facile, c'est un livre court mais très intéressant. Antoine Compagnon, ici aujourd'hui, en fait, je vais utiliser le chapitre la littérature, mais l'histoire littéraire aussi. Donc, il y a 2 chapitres de Compagnon. Et l'introduction de d'Yves Stalloni, École et courants littéraires. Et ce livre, ce dernier livre de Yves Stalloni, il va nous accompagner pendant tout le semestre parce que je vais profiter des chapitres sur les siècles et dans chaque siècle, il explique plus ou moins les lignes générales des mouvements ou des écoles les plus importantes. Donc, je vais me servir de ce livre pendant le semestre aussi parce qu'il est assez didactique, je dirais. Donc, ici, et en plus, ces lectures-là, elles sont plus des recommandations de lecture que de lecture obligatoire, évidemment. Je vais vérifier, je ne vais pas vérifier maintenant avant le cours, mais je vais partager avec vous aussi les entrées des dictionnaires sur les thèmes, sur les sujets abordés aujourd'hui. J'aime bien ces entrées de dictionnaires du littéraire, des termes littéraires, etc. Parce qu'ils ils font un bon résumé de ces concepts. C'est une bonne façon de s'introduire dans le sujet ou d'avoir une compréhension pas très superficielle, mais quand même informative, je dirais. Parce que ça ponctue, ça met en ordre les principales idées autour de ces concepts. Donc, je vais m'en servir aujourd'hui, et si ils ne sont pas tous, si les entrées ne sont pas toutes disponibles, je le ferai bientôt. D'accord? Donc, avant de... Pas maintenant, c'est pas avant. En entrant déjà dans la discussion, qu'est-ce que vous comprenez? Est-ce que quelqu'un veut partager ici avec nous votre conception de littérature? Qu'est-ce que vous pensez comme littérature? Ou qu'est-ce que la littérature? Est-ce que quelqu'un s'est candidate? Moi, prof. Oui, Anna Karenina,
s'il te plaît. Je pense que la littérature, c'est un usage de l'art avec des paroles pour raconter des histoires et la poésie. Et je ne sais pas si je pense que la littérature doit faire du sens. Tu me comprends comme... Oui. Oui, c'est ça. Oui, c'est pas facile à définir la littérature. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait bien, Marcus? Je peux essayer de dire quelque chose. Selon Roman Jakobson, qui est un théoricien de la langage, il dit que le langage a des aspects fondamentaux. Et un des aspects fondamentaux de la langage, c'est le langage poétique. Mais je pense que la littérature est plus proche de la langage poétique que de la langage référentiel, qui est le langage du journalisme, qui dit des choses qui ont des références au monde qui sont constatables. Et la littérature travaille avec l'esthétique de l'usage des mots, des choses comme ça. Et je pense que le langage poétique, c'est les types de langage plus courants dans la littérature, dans les romans, dans la poésie, dans d'autres choses d'autres genres de littérature. Oui, très bien. Ouais, je vais prendre tout simplement. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait bien partager sa conception de littérature? Fabiola? Bonjour tout le monde. Bonjour Daniel. Bonjour. Je pense que la littérature, comme les autres ont dit, c'est l'expression de l'art avec les paroles, avec l'usage des mots. Quand on écrit un poème, un texte littéraire, mais que l'information, mais que toutes les choses qu'on veut dire, il a besoin de mettre dans une façon esthétique, il a besoin de faire, comment je peux dire, d'une façon poétique, de faire que les paroles faire magique pour prendre l'attention, attirer l'attention. Quand on lit un texte littéraire, ce n'est pas un texte pour seulement l'information, pour transmettre une information, quelque chose qui se sont importants, mais il a le confort de l'art. Je pense que pour moi, m'attire l'attention tous les textes littéraires, toute l'histoire que quand on lit poème, quelque chose comme ça, attire et faire activation d'autres sons et peut transmettre d'autres façons. Tous les... C'est ça. Ok. Je parle Merci. beaucoup. Non, ça va. Donc, je pense que je vais, tout au long du cours, profiter de quelques extraits de ce que vous trois nous ont apporté.
sur cette conception de littérature. Et c'est intéressant parce que on peut déjà extraire de ce que vous avez dit, par exemple, un usage esthétique du langage, n'est-ce pas? Ça peut être plus ou moins poétique, je dirais. Grazielli aussi, la littérature liée au sentiment, plus, selon toi, plus au sentiment qu'au fait. Et c'est très intéressant de vous écouter parce que la littérature, je dirais que est et peut-être n'est pas tout ce que vous avez dit. Ou ça dépend. On peut dire aussi quand ça a été comme ça aussi, n'est-ce pas? Donc, le concept de littérature peut-être le plus important à retenir de cette discussion, c'est qu'il s'agit d'un concept problématique. Quand on dit que un concept est problématique, c'est que nous n'avons pas une définition exacte, absolue, qui arrive à définir l'objet, la littérature, depuis l'Antiquité classique jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc, on va voir qu'il y a une série de problèmes autour de ce geste ou de cet effort de définir la littérature. Quand je pensais à ces cours d'aujourd'hui, il y a une image qui m'est venue à l'esprit, que c'est l'image vous savez, quand vous étudiez portugais ou français, nous avons les phrases plus complexes avec plusieurs parties. Et donc, nous avons les phrases subordonnées et nous avons les phrases coordonnées, par exemple. Et nous avons cette conjonction « et », n'est-ce pas? C'est qu'on utilise pour ajouter quelque chose de plus, une information de plus, sans renier les informations précédentes, n'est-ce pas? Donc, par exemple, je ne sais pas, dans un jour, je sais pas, pensons par exemple au jour, cette époque de l'année, cette saison. Parfois, il fait froid le matin, il fait chaud l'après-midi et il fait frais au début de soirée, n'est-ce pas? C'est-à-dire que dans les mêmes jours, il fait froid et il fait chaud et il fait frais, n'est-ce pas? Donc, les informations, et si on essaye de donner, je sais pas, de résumer la journée, la sensation thermique de la journée, il faut penser à quelque chose comme ça. Il a fait froid, il a fait chaud et il a fait frais, n'est-ce pas? Donc, la journée, elle a été ces trois choses en même temps, si on essaye de résumer ou de définir la journée d'une façon englobante, n'est-ce pas? Et peut-être, j'espère que l'exemple a été quand même un peu clair et pas trop confus. Mais l'idée, c'est que la littérature, elle est tout ça et peut-être un peu plus. D'accord? Et donc, je change ici l'écran. Ici, j'ai un livre. Je crois, je ne sais pas encore, je vais vérifier après, mais c'est les livres de la théorie littéraire de Jonathan Kuller. Et je vais le mettre en portugais dans le fichier. Il a comment je dis, un chapitre sur les concepts de littérature. C'est le deuxième chapitre ici. Qu'est-ce que c'est la littérature et est-ce que ça a une importance, n'est-ce pas? Et il y a un autre livre, je crois que celui-là, il est déjà disponible, c'est aussi la théorie littéraire, une introduction de Terry Eagleton, dans lequel il y a aussi un chapitre dans lequel
il va expliquer qu'est-ce que c'est la littérature. Et en fait, ces deux auteurs, qui ne sont pas de langue française, ils sont intéressants parce qu'ils vont mettre en évidence cet aspect. Oui, moi aussi, Anna-Caroline. Ils vont mettre en évidence l'aspect linguistique de la littérature. Mais ça, c'est important parce que c'est important à retenir et aussi à placer historiquement ces deux théoriciens de la littérature, ces deux professeurs. Parce que peut-être ils viennent d'une formation un peu plus formaliste et structuraliste, raison pour laquelle ils vont mettre en évidence ce côté plutôt linguistique de la littérature. Mais la littérature, comme on verra ici, elle ne se résume pas tout simplement à un événement ou un phénomène linguistique. Elle est un peu plus que ça, n'est-ce pas? Une bonne façon de penser cette définition de littérature. Et peut-être, au lieu de penser à une définition, ça vient dans la tête, on aurait pu penser à une espèce de délimitation, n'est-ce pas? Ce qui est et ce qui n'est pas la littérature, ou comme je disais tout à l'heure, au lieu de dire qu'est-ce que la littérature, on aurait pu dire quand c'est la littérature. Ça, c'est une provocation que je vais laisser ouverte ici. D'accord? Pas qu'est-ce que la littérature, mais quand c'est de la littérature. N'est-ce pas? Et donc, j'avance ici aussi et j'arrive au livre des compagnons. Ce livre des compagnons, les démons de la théorie, la littérature et l'essence commun, il est déjà, celui-là, je suis sûr qu'il est déjà disponible sur notre fichier. Et ici, dans ce chapitre de la littérature, il va nous apporter plusieurs notions. L'objectif, en fait, de Compagnon avec ce livre, c'est un livre assez important aussi qui a fait un certain succès, pas un grand succès dans les années 2000. Tout d'abord, c'est cette façon d'aborder la théorie littéraire à partir d'une idée en dialogue avec les sens communs, c'est-à-dire la théorie et ce que les gens normaux, les lecteurs en général, pensent de la littérature, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas des professionnels de la littérature, c'est-à-dire ne sont pas des écrivains, ne sont pas des étudiants en lettres, ne sont pas professeurs de littérature. C'est-à-dire vos parents, mes parents, nos amis qui lisent la littérature de temps en temps, mais qui ne travaillent pas de façon professionnelle avec la littérature, n'est-ce pas? Et oui, c'est un peu, et surtout, Anna-Caroline, ça peut être un peu difficile, le livre de Compagnon, peut-être un peu plus difficile que le texte de Jonathan Fuller ou de Terry Eagleton. C'est parce qu'il apporte beaucoup de références, n'est-ce pas? Et donc, ce qu'il fait d'une certaine façon, c'est de montrer l'historicité de certains concepts, de certaines notions autour desquelles on travaille, on étudie la littérature, n'est-ce pas? Marc, ce livre fait partie de la bibliographie de l'examen du master. Oui, assez souvent, Marc, dans plusieurs programmes de master et doctorat, ce livre est une bibliographie de base. Il est intéressant et peut-être je pourrais dire que c'est un livre important. Il a été pris
à un moment donné par une Bible de la théorie littéraire, mais il faut quand même prendre ses distances, comprendre le livre dans son contexte, mais ce n'est pas le dernier mot autour de la théorie littéraire ou autour des études littéraires. D'accord? Il faut le prendre comme une bonne introduction à un débat théorique profond, intéressant. Et il nous sert assez bien comme une source bibliographique. Parce que, comme je disais tout à l'heure, ça rend la lecture un peu difficile, mais par contre, il apporte beaucoup de références historiques, historiques ici, je voudrais dire, par rapport à la bibliographie spécialisée du champ d'études de la littérature. Et donc, surtout si vous pensez à faire un master, ça vaut la peine de le lire tout entier. Et Critique faite, c'est un livre auquel je vais faire référence assez souvent. D'accord? Parce qu'il est assez... il convient bien à faire à certaines références. Et donc, cette idée du sens commun qu'il apporte, c'est qu'il va faire cette dichotomie entre certains concepts théoriques ou la façon de définir, pas la façon de définir, mais la façon de nommer certains concepts de façon plutôt spécialisée, et d'autre côté, les mêmes notions, comment elles sont développées dans les sens communs, c'est-à-dire avec les gens qui commentent la littérature sans prétention, sans faire des études littéraires une profession. Et par exemple, pour ceux qui suivent les cours de critique avec moi, par exemple, récemment, j'avais commenté ce que vous faites. Je sais très bien, c'est une habitude assez répandue aujourd'hui, c'est de regarder des séries télévisées, n'est-ce pas? On connaît tous aujourd'hui, normalement, vous avez à la maison Netflix ou une autre plateforme semblable ou d'où regarder des films. Et pensons aux séries télévisées ou au cinéma aussi. Assez souvent dans les festivals de cinéma, j'aime bien que nous avons, par exemple, pensons à la cérémonie de l'Oscar, n'est-ce pas? Nous avons une série de prix différentes. Nous avons le meilleur acteur, la meilleure actrice, le meilleur film étranger, le meilleur scénario, la meilleure photographie, etc. Donc, vous voyez qu'il y a certains prix qui sont accordés par des spécialistes, n'est-ce pas? Et d'autres qui sont plus presque amateurs. Et quand on parle, et ça c'est une bonne définition, quand on parle ici avec Antoine Compagnon, la théorie littéraire du côté spécialisé des études et l'essence commun serait du côté des amateurs. Ce sont des notions un peu floues, comme qui sont pas très claires, que não são muito nítidas, um pouco enevoadas, on va dire, comme ça. Donc, des notions qu'on utilise sans les définir comme un concept, quelque chose comme ça. Et donc, il va parler de réception, de la littérature, le concept de littérature, de l'auteur ou de l'intentionnalité. Vous voyez, par exemple, ce qu'on appelle l'auteur comme amateur, dans un discours plutôt théorique, on peut appeler plutôt l'intentionnalité. Quelle était l'intentionnalité de cette personne qui a écrit un texte littéraire? Je ne vais pas
Je vais essayer de ne pas me perdre dans cette discussion. Mais donc, ici, je vous recommande de jeter un coup d'œil sur le texte de Compagnon, sur ce chapitre. Et c'est intéressant parce qu'il va nous apporter peut-être une notion historique du concept de littérature. Et ça, c'est important. Je ne vais pas résumer le chapitre ici, mais je vais profiter de quelques aspects discutés par Antoine Compagnon. Et par exemple, la question que je vous ai posée au début, quelle est votre conception, qu'est-ce que vous pensez que c'est la littérature? Et je vous ai dit que peut-être au lieu de dire qu'est-ce que la littérature, il fallait penser à quand c'est la littérature, parce qu'il y a une grande différence entre ce qu'on appelle la littérature dans la modernité, surtout depuis le 19e siècle, et ce qui était la littérature avant. D'accord? Et la littérature avant le 19e siècle était quelque chose qu'on appelait, je vais entrer déjà dans cette discussion, quelque chose qu'on appelait les belles lettres. Les belles lettres, c'était une conception pour définir tout ce qui était écrit et tout ce qui, d'une façon ou d'une autre, tournait autour de l'idée de rhétorique et d'utilisation, on va dire, esthétique du langage, en quelque sorte. Mais dans cette conception très large, tout ce qui était écrit et qui faisait un usage rhétorique du langage, on appelait littérature. Donc, pardon, on appelait plutôt comme belles lettres. Et même l'idée de littérature, ça vient de lettres, n'est-ce pas? Donc, ça renforce cette idée de tout ce qui était écrit. Mais ça mettait ensemble des textes qu'aujourd'hui on place du côté de l'histoire, du côté de la mythologie, du côté des sciences générales, parce que les sciences n'étaient pas non plus totalement organisées comme aujourd'hui on organise les sciences en discipline, n'est-ce pas? Nous avons la physique, nous avons la chimie, etc. Et avant, on avait peut-être quelque chose qui c'était les sciences, la philosophie, tout ça se touchait plus ou moins. Et donc, comme vous voyez, pour vous donner un exemple assez connu quand même, on étudie, par exemple, je passais un bac, un vestibular, dans lesquelles une des œuvres littéraires indiquées, c'était la lettre de Pero Vaz de Caminha. Et donc, là, c'est intéressant parce qu'on étudie la lettre de Pero Vaz de Caminha comme une œuvre littéraire. Et je ne me souviens plus qui avait parlé ici de littérature comme utilisation ou usage poétique du langage. Et la lettre de Pero Vaz de Caminha n'est pas une œuvre de fiction, n'est pas, à mon avis, une œuvre poétique. Marcus a parlé ici de l'usage du langage poétique, du langage poétique. Et je ne sais pas si Pero Vaz de Caminha a fait vraiment un usage poétique du langage. Mais pourtant, on étudie ce texte de Pero Vaz de Caminha comme un texte littéraire, au moins aujourd'hui, n'est-ce pas? Et vous allez voir aussi, par exemple, avec les œuvres que j'ai choisies pour le XVIe siècle, nous aurons des maximes morales, nous aurons des lettres,
Et vous voyez que ces lettres de Madame de Sévigné, par exemple, qu'on verra à la fin du semestre, ne sont pas des lettres fictionnelles. Elle a vraiment écrit ces lettres et les a envoyées à sa fille, n'est-ce pas? Donc, il y a d'autres choses autour de ces textes qu'on appelle littérature aujourd'hui qui dépassent un usage poétique, qui dépasse l'idée de fictionnel ou de fictionnalité ou de fiction. Et voilà, et peut-être c'est difficile à trouver une définition qui met ensemble tous ces aspects. Par contre, je faisais cette... Marc, tu veux dire quelque chose? Non, je dirais seulement que la littérature a aussi une côté social. Donc, il y a une définition du texte, mais il y a des définitions que nous faisons en société aussi. Et comme ça, il y a quelques formes d'étudier la littérature qui mettent en évidence les contextes sociaux, comment les gens se relationnent avec la littérature. Et dans ces côtés-là, nous n'avons pas une précision de définition parce que s'il y a un groupe de personnes qui appellent quelque chose de littérature, ça est un fait. Je ne sais pas comment on dit en français. En fait, et que nous ne pouvons mettre notre opinion dans cette interaction parce que l'interaction existe. Donc, c'est très, très complexe parce qu'il y a des groupes de personnes qui vont appeler quelque chose à littérature et quelque chose n'est pas littérature. Et donc, il y a une dispute sociale et il y a une façon sociale de la littérature aussi qui est toujours important aujourd'hui dans la contemporanéité. Oui. C'est très bien ces commentaires, Marc, parce que ça va m'aider aussi à introduire d'autres aspects de cette discussion. Et donc, je parlais de ces genres de textes qui n'ont pas un rapport, par exemple, à la fictionnalité, mais qui sont considérés de la littérature quand même. Donc, la littérature... oui, et en fait, c'était intéressant parce que j'avais sauté un livre ici que qui était ouvert ici dans mon ordi. Et ce livre-là, je suis sûr aussi qu'il est déjà disponible dans les lectures complémentaires. C'est le livre Théorie de la littérature de Welleck et Warren. Et c'est intéressant parce qu'il fait... c'est un livre presque méthodologique qui va nous expliquer plus ou moins de façon très générale deux façons d'étudier la littérature, c'est-à-dire une façon intrinsèque et une façon extrinsèque, c'est-à-dire une façon interne et une façon externe à la littérature. Et cette façon interne, c'est plus proche du texte, n'est-ce pas? Ce sont les caractéristiques du texte ou les composants du texte, les éléments qui composent le texte. Comme par exemple dans un poème, le rythme, la rime, les métaphores, tout ce qui est interne au texte, tout ce qui est à l'intérieur du texte. Et la façon extrinsèque, c'est-à-dire tout ce qui est externe au texte, comme l'histoire, la sociologie, la philosophie, quoi d'autre? La psychologie, c'est très important aussi. Donc, là, c'est déjà d'un côté où Antoine Compagnon va dire que la littérature, c'est tout ce qu'on enseigne ou on étudie comme littérature, n'est-ce pas? Ou tout ce on dit à l'école que c'est de la littérature, n'est-ce pas? Et c'est intéressant parce que la littérature, l'organisation des textes comme littérature, ça servit quand même à certaines propositions. Ça, c'est important aussi à dire.
que peut-être cette préoccupation, ce souci de définir ce qui est la littérature, ça vient plus ou moins quand on décide d'enseigner la littérature à l'école. Et on commence à institutionnaliser la littérature et l'étude de la littérature, n'est-ce pas? Parce que ça, c'est intéressant, par exemple, quand on se met à l'université à organiser le parcours des étudiants, n'est-ce pas? Quand on décide, par exemple, vous allez faire un parcours français ici, donc vous allez étudier l'histoire de la langue française, analyse et production de textes, et la littérature, comment on va l'organiser, n'est-ce pas? Et donc, on commence à institutionnaliser et mettre à l'intérieur des cours ce qu'on croit, ce qu'on pense que c'est de la littérature, n'est-ce pas? Et il y a certains professeurs qui ont une vision plus élargie de la littérature, d'autres qui sont plus stricts avec leur vision de ce qu'est la littérature. Donc, ça, c'est un côté. Donc, je disais, on avait, surtout avant le 19e siècle, une conception assez confuse de ce qui était la littérature. Peut-être pas si confuse, mais peut-être englobante. Cette idée de tout ce qui était écrit, c'était de la littérature. Et c'est intéressant qu'aujourd'hui, on a cette tendance à réduire les textes qu'on considère comme de la littérature, mais par contre, on ouvre encore la conception de littérature à la littérature orale, n'est-ce pas? Donc, avant, c'était très large parce que c'était tout ce qui était écrit. Aujourd'hui, c'est moins large. Par contre, on inclut aussi la littérature orale. Par exemple, des communautés indigènes, les histoires populaires, les chansons, n'est-ce pas? Tout ça, aujourd'hui, on considère, ou on peut considérer aussi comme de la littérature. Et je n'ai pas mis ce texte-là, ça c'est un livre. Anna-Caroline, si tu as pensé, si tu as trouvé le livre de Compagnon un peu difficile, ce livre-là, A Legitimação em Literatura, de Silvina Rodrigues Lopes. Silvina Rodrigues Lopes est Sarah aussi, voilà, Marx. Silvina Rodrigues Lopes est une professeure et critique littéraire portugaise. Et peut-être ce livre-là est un des livres les plus denses que j'ai jamais lu autour de la théorie littéraire. Mais c'est un livre hyper intéressant et elle va développer un peu cette idée de la légitimation en littérature. C'est-à-dire, elle va essayer d'expliquer à partir de ce passage du 18e au 19e siècle comment on a légitimé les discours de la littérature, n'est-ce pas? Et en fait, on peut placer cette discussion à un moment où, d'une certaine façon, on commençait à séparer les disciplines, comme l'histoire, la sociologie qui allait naître un petit peu plus tard, la biologie ou les sciences naturelles, les sciences physiques, etc. D'accord? Et d'une certaine façon, on appelait peut-être plus ou moins de philosophie tout ce qui était autour de la réflexion, en quelque sorte, n'est-ce pas? La métaphysique était la philosophie par excellence, mais on avait déjà, par exemple, même là, dans la philosophie, c'est intéressant de penser que c'était au XVIIIe siècle qu'on crée, en quelque mesure, l'esthétique en tant que discipline philosophique, n'est-ce pas? Donc, tout ce discours de légitimation ici, que Sylvine va développer dans ses livres, il y a quelque chose d'important que c'est toutes ces disciplines-là qui vont être créées, l'histoire,
comme je disais, la biologie, etc., elles vont essayer, peut-être c'est, j'ose dire que c'est je vais mettre le livre dans les lectures complémentaires. Il ne l'est pas, il n'y est pas encore. Je vais le mettre après le cours. Ce livre de Sylvine Rodrigues-Lopes. Et cette idée de légitimation, elle va passer par une idée d'autonomisation, c'est-à-dire que chaque discipline doit être autonome par rapport aux autres disciplines. Ça, c'est important parce que qu'est-ce que cela signifie? L'autonomie des disciplines, c'est-à-dire que chaque discipline va définir ses propres règles, ses propres normes et à s'organiser d'une façon indépendante. Ça, c'est important, par exemple, pour la littérature, pour ne pas entrer dans d'autres domaines de la pensée. Mais par exemple, je viens de vous dire que quand on ira étudier la littérature du XVIe siècle, on va étudier les lettres de Madame de Sévigné, les maximes morales de La Rochefoucauld, etc. et d'autres textes. Vous voyez, quand je parle de La Rochefoucauld, je parle de maximes morales. Donc, vous voyez que la littérature, ou une littérature de cette époque, du XVIe siècle, avait une fonction moralisatrice. N'est-ce pas? Pensez au même moment de La Rochefoucauld, on avait les fables de La Fontaine. Vous connaissez tous les petites histoires, les petites fables de La Fontaine comme La cigale et la fourmi. N'est-ce pas? Nous avons une petite histoire et puis nous avons une morale à la fin. Et la morale de la cigale et de la fourmi nous apprend à travailler, à s'organiser, parce que quand l'hiver arrivera, on aura quand même un stock de nourriture pour survivre pendant une période dans laquelle on ne pourra pas travailler, n'est-ce pas? Donc, vous voyez qu'il y avait un objectif d'apprentissage ou d'enseignement dans une fable de La Fontaine. Ce n'était pas tout simplement lire un texte pour le plaisir de le lire. Il y a quelque chose d'intéressant à cette époque de La Fontaine. On verra cette, je vais dire, cette devise. Cette devise, c'est presque un slogan de la conception poétique qui était plaire et instruire. Plaire et instruire. Donc, quand on lisait un texte littéraire comme une fable de La Fontaine, le but était d'avoir du plaisir dans la lecture ou dans l'écoute de la fable, mais en même temps, on allait apprendre quelque chose. Et avec la morale, etc., on allait devenir, à partir du contact avec la littérature, on allait devenir des êtres humains plus sages, qui sont capables d'agir de façon morale ou d'agir moralement. Donc, vous voyez que la littérature avait un objectif, par exemple, de moralisation en quelque sorte, n'est-ce pas? Il y avait un moment aussi où la littérature se confondait avec la mythologie. Donc, et la mythologie avec la religion en même temps, n'est-ce pas? Et nous avons, ça suffit par exemple de penser à vos cours du baroque brésilien, et nous avons plusieurs poèmes au service, on peut dire comme ça, de la religion. Et dans ces poèmes, on parlait de notre foi en Dieu, de péché qu'on avait, etc. Mais la religion était assez souvent un objet aussi d'adoration de Dieu, de la foi, etc. N'est-ce pas? Pas seulement la littérature. On va voir le même phénomène dans la peinture,
C'est drôle, non, de penser à, par exemple, la musique sacrée, n'est-ce pas? Ça, c'est intéressant parce que la musique, peut-être, c'est la forme d'art la plus abstraite. Et on va oser parler d'une musique sacrée ou sacrée, n'est-ce pas? Donc, voilà, je parlais de cette autonomie. Voilà, je reviens à Sylvina Rodrigues-Lopes. Et ce qui est important dans ce passage du 18e au 19e siècle n'est pas ça. Ouais, c'est une information importante. C'est qu'on va essayer de définir ou de parler de littérature d'une façon autonome. C'est-à-dire, on va commencer à chercher les règles propres de la littérature pour la définir et pour l'étudier. On ne va pas chercher dans la religion, on ne va pas chercher dans la morale, on ne va pas chercher dans l'histoire ou dans un autre domaine des explications du texte littéraire. D'accord? On commence et là, vous voyez qu'il y a certains aspects autour du texte littéraire qui commencent à devenir plus importants. Un de ces aspects, juste pour citer un, c'est la notion d'auteur, par exemple, ou la notion de droit d'auteur. Avant cette période, la notion d'auteur, surtout la notion de propriété du texte, elle était plus floue, n'est-ce pas? Parfois, c'était difficile à accorder la propriété d'un texte. Qui a été ce texte? Et peut-être, on a même dans le Moyen-Âge, par exemple, des phénomènes, par exemple, avant la presse, la possibilité d'imprimer en série des livres, on avait des possibilités, parce que les livres étaient faits par des copistes, n'est-ce pas? Il fallait recopier tous les livres pour avoir un exemplaire, n'est-ce pas? Avant la presse, avant la presse de Gutenberg. Et imaginez par exemple que les copistes changeaient le texte, ils ajoutaient des informations, ils changeaient d'autres. Donc, il n'était pas tout simplement un copiste, il était un partenaire, un participant de l'écriture d'un texte. C'était le moment de recopier le texte, de reproduire le texte, et en fait, ils ajoutaient, ils donnaient leur contribution de façon, comment je peux dire, solidaire, plus ou moins, n'est-ce pas? Donc, c'est drôle ça. Et puis, on commence à voir une notion plus claire de la propriété de texte. Donc, ne vous inquiétez pas, je sais que ce cours aujourd'hui, il semble peut-être un peu plus théorique, un peu plus abstrait, mais on va revenir, je vais essayer de vous montrer certains aspects comme ces aspects discutés ici aujourd'hui, au moment de la discussion de chaque période des études, n'est-ce pas? Et donc, ça, on va commencer à chercher des façons d'étudier ou d'expliquer le texte littéraire sans avoir recours à un autre domaine de la pensée, des études, etc. D'accord? Et c'est un moment, ça c'est un moment important, le passage au 19e siècle, parce que la profession de l'écrivain va se faire et va être reconnue d'une façon plus, pas plus sociale, mais ça va changer le statut de l'écrivain. Parce que l'écrivain, il va commencer à vivre de sa profession d'écrivain. Ça, c'est quelque chose d'important. Parce qu'assez souvent, la personne qui écrivait, il avait une autre occupation et il écrivait. Et au 19e siècle, l'écrivain va devenir, il va
rencontrer une certaine professionnalisation de la littérature, quoi. N'est-ce pas? C'est-à-dire écrire un texte littéraire, le publier, le faire publier et faire de l'argent avec la vente de ces livres-là. D'accord? Et donc, ça va contribuer à cette autonomisation de la littérature aussi. Et la littérature, comme un champ autonome, elle va être, on va dire, plus libre, par exemple, ou je dirais, elle va donner libre cours à l'inspiration, par exemple, et aux méthodes d'écriture. N'est-ce pas? Et voilà, donc je ferme cette parenthèse par rapport à... Et oui, avant d'avancer, pour terminer la discussion autour de la définition de littérature, parce que j'ai parlé un peu de comment c'était avant, ce tournant, ces moments de changement au 19e siècle, et aujourd'hui, n'est-ce pas, par exemple ici, à l'UNB, dans un cours de littérature, où Marc, vous avez mis ici, avait dit dans les chats que les livres de compagnons est une référence pour l'examen de master à l'UNB. Donc, ce qu'il faut retenir de cette discussion, aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, la littérature est un concept problématique, est un concept flou, instable et mouvant. Je traduirais mouvant peut-être comme mauvais Dieu. D'accord? Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que on peut étudier, c'est presque tout est valable, n'est-ce pas? Mais ce tout est valable a aussi des limites. C'est-à-dire que nous sommes obligés, dès qu'on se propose à étudier la littérature, à donner une définition de ce qu'on comprend comme littérature. D'accord? Donc, d'une façon ou d'une autre, cette instabilité du concept de littérature qui va et vient, qui aujourd'hui est une chose, la semaine dernière était une autre, la semaine prochaine ce sera encore différent. Dès qu'on se propose à parler de littérature, à étudier la littérature, ça va nous exiger un effort de définition. D'accord? Moi, j'aime bien, par exemple, le livre de Carolina Maria de Jesus, n'est-ce pas? Parce qu'on l'étudie comme un texte littéraire, mais c'est une espèce de journal intime, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas de la fiction, parce que c'est sa vie. Par contre, il y a un usage poétique du langage pour parler de ses propres sentiments, n'est-ce pas? Mais ses propres sentiments aussi, ou les témoignages de Maria Carolina de Jesus nous servent aussi aujourd'hui pour penser ou pour avoir une représentation sociale, politique, économique de quelque chose qui se passe au Brésil. Donc, vous voyez que le texte de Carolina Maria de Jesus, il a aussi besoin d'une définition qui parfois dépasse le texte. Mais le plus important de toute cette histoire, c'est de l'exigence qui nous est faite de définir ou d'imiter ou de borner ce qu'on comprend comme littérature. Donc, dès qu'on se propose à étudier la littérature, ça vient avec on va dire, cette envie d'étudier la littérature, ou cette envie d'étudier la littérature, elle vient accompagnée d'un besoin théorique
des définitions de ce que des définitions et des justifications. Ça, c'est un mot important, n'est-ce pas? Quand on se propose à étudier certains textes, il faut justifier pourquoi ce texte mérite d'être traité comme des textes littéraires. C'est clair, ça? Vous avez des questions? Et là, je vais changer de sujet. Mais c'est une discussion très intéressante. Monsieur, bonjour. Lázaro. Alors, donc, à propos du texte de l'œuvre littéraire que nous allons choisir pour faire le travail écrit, le travail d'analyse. Pardon. Nous devons mettre ces regards-là, nous devons au premier moment analyser et dire ce que nous pensons à propos du texte, pourquoi il est considéré un texte littéraire ou quelque chose comme ça. Lázaro, tu peux répéter s'il te plaît parce que j'ai perdu ma connexion ici. Tu m'as demandé si... c'est là que vous avez dit à propos du texte que nous devons analyser. Non, pas forcément, parce que je vais pas entrer dans la discussion de la dissertation là tout de suite. Je vais le faire dans un autre moment. Mais pour la dissertation, vous êtes libre pour penser au sujet que vous voulez aborder. D'accord? Par exemple, on peut penser à cette discussion, par exemple, les gens qui ont choisi le livre de Marguerite Duras parce qu'il s'agit d'un scénario de film. Tu vois, parce que là, l'objet, ça c'est quelque chose que moi je considère important. Tout cet effort de théorie littéraire, de théorisation, il est important, mais quand même, il ne peut pas être une obsession. Il faut tout d'abord voir si l'objet nous demande un effort théorisant, un esforço théorisante, on va dire comme ça. Pourquoi je l'ai dit? Par exemple, le livre de, par exemple, Rhinocéros, la pièce de théâtre de Ionesco, c'est une pièce de théâtre. C'est du théâtre de l'absurde, mais c'est une pièce de théâtre. Donc, on ne doute pas qu'il s'agit d'un texte littéraire. Par contre, c'est déjà un peu plus osé de lire un scénario de film comme un texte littéraire. Et peut-être pour ceux qui ont choisi le scénario de Hiroshima, mon amour, ça peut être un point de discussion. Pas forcément. Si vous jugez nécessaire, vous pouvez le faire. D'accord? Donc, Lázaro, on peut revenir à cette discussion, mais ici, non, parce que je dirais, on est déjà dans un espace, ce cours est déjà un espace de discussion littéraire, et de cette façon, on sait ici qu'on parle de littérature. Donc, pour le sujet de la dissertation, vous pouvez chercher, par exemple, un sujet plutôt thématique, une thématique qui est abordée par les œuvres indiquées, ou par l'œuvre que vous avez choisie, par exemple. C'est clair? Oui, merci, professeur. Ça va. D'accord. Donc, le plus important de cette discussion, c'est que la littérature est un concept complexe, difficile à définir, et la littérature, c'est quelque chose de tellement large que ça nous oblige, à chaque fois qu'on se propose à étudier la littérature, à donner une définition ou une justification de pourquoi ce texte que nous voulons étudier doit être considéré comme un texte littéraire. Et les justifications, elles sont plusieurs, elles sont variables.
comme je disais tout à l'heure, ça peut être un aspect interne au texte et ça peut être un aspect externe au texte. La psychologie de l'écrivain, la manifestation des sentiments, quelque chose de plus formel, le rythme, l'utilisation de mots, de phrases, la construction de phrases, etc. D'accord? Donc, c'est quelque chose de large, complexe, etc. Donc, je termine le premier point de débat ici, qui est, je reviens ici au programme. Voilà. Voilà, donc on a discuté ici qu'est-ce que la littérature. Et je vais entrer dans le deuxième aspect ici, qui est l'histoire de la littérature. Je lis, comme je vous ai dit la semaine dernière, il y a une distinction entre histoire de la littérature et histoire littéraire. Peut-être que je ne vais pas insister dans cette différence. D'accord? Si vous voulez savoir un peu plus sur cette distinction, vous pouvez voir le chapitre de Histoire littéraire des compagnons. C'est un des chapitres du livre Le démon de la théorie. Et en fait, quand on parle de histoire littéraire, c'est intéressant parce que vous voyez, tout d'abord aujourd'hui, ce que nous avons fait, c'est cet effort de définition de ce qu'est la littérature. Et nous avons plusieurs œuvres et plusieurs écrivains tout au long ou au fil de l'histoire humaine. N'est-ce pas? On est capable de trouver des textes littéraires depuis avant l'Antiquité classique jusqu'hier, par exemple. On est capable de trouver un texte qui a été publié hier sur Internet et qu'il s'agit d'un texte littéraire, n'est-ce pas? Et l'histoire littéraire, en fait, elle est une façon d'organiser tous ces phénomènes connus et considérés comme de la littérature. Et moi je dirais, c'est un effort de mettre en ordre tous ces textes. Mais la façon de mettre en ordre les textes littéraires, les écrivains, les tendances littéraires nous exige quand même certains critères. D'accord? Et la méthode de l'histoire littéraire, elle va nous apprendre plus ou moins les critères, comment organiser, ou comment choisir, ou comment se servir des critères qui nous aident à organiser tous ces désordres d'auteurs, de textes, des histoires racontées, etc. Et pourquoi je parle, et pourquoi mettre en ordre, n'est-ce pas? Ça, c'est une question importante à se poser. Pourquoi mettre en ordre? Ça me fait penser à un sketch de quelques années. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de... C'était bien avant Porta dos Fundos, il y avait un groupe qui s'appelait Terça Insana. Je ne sais pas si vous connaissez, vous pouvez trouver ça sur YouTube. Et il y a un sketch d'une femme qui... c'est un sketch un peu, je dirais, glauque, c'est-à-dire un peu bizarre. C'est une femme, une dame, qui vient de la Colombie au Brésil dans un petit avion avec une charge illégale. Donc, vous imaginez ce qu'elle apporte de la Colombie vers le Brésil. Et en fait, il y a une chute avec cet avion, donc elle se retrouve dans la forêt amazonienne, perdue, toute seule, au milieu de la forêt, avec la marchandise qu'elle apportait de la Colombie. Et elle dit qu'elle ne savait pas ce qu'elle
Tu connais, n'est-ce pas, Marc? Donc, elle ne savait pas ce qu'elle allait faire avec cette marchandise. Donc, elle a consommé toute cette marchandise. Et dans l'état qu'elle était, elle décide de mettre en ordre la forêt amazonienne. Donc, de séparer les feuilles d'arbres marron, les feuilles d'arbres vertes, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et pourquoi je parle de cette sketch? Et en fait, c'est cette idée de l'organisation, du besoin de mettre en ordre tout ce qui est dispersé, diffusé de façon désorganisée, n'est-ce pas? Et peut-être parce que nous avons chez nous, en tant qu'être humain, ce besoin de classer et organiser les choses, mais aussi ça nous permet de faire des études littéraires peut-être plus intéressantes, n'est-ce pas? Et peut-être que je peux entrer déjà dans le... oui, je vais faire ça avec un exemple. Donc, j'arrête ici le partage d'écran et je vais partager un autre texte avec vous, un autre livre ici. 2 secondes. J'entre ici dans la bibliothèque Kindle et voyons ici. C'est un livre qui s'appelle Précis de la littérature française. Il va mettre du temps à se charger. Pas tant que ça. Voilà. Donc, vous voyez ici ce livre, je vais vous montrer la couverture du livre. Voilà. Donc, vous avez ici la couverture de ce livre qui s'appelle Précis de la littérature française. C'est un livre immense, hyper long. Et je vais vous montrer la table de matière de ce livre. Voilà, juste la première page. Donc, vous voyez ici, peut-être je vais changer ici la façon de... Ouais, et comme ça, j'arrive à zoomer un tout petit peu. Voilà. Donc, vous voyez ici, couverture, page de titre, copyright, avant-propos, Moyen-Âge, l'histoire. Et donc, vous voyez ici, ouais, j'avance un peu, parce qu'ici, on est encore dans les Moyen-Âge. Voilà. Par exemple, ici, le XVIIe siècle, histoire, il va parler un peu de l'histoire générale. Donc, nous avons quelques aspects ici de l'histoire du moment, l'évolution des idées, l'âge baroque, etc. Et puis, il va entrer dans les écrivains, les poètes de l'époque. Et donc, vous voyez ici, les poètes et les écrivains. Nous avons Malherbe, les poètes baroques mis ensemble, les précieux des écrivains de ce mouvement, la préciosité, les burlesques. Et puis, nous avons d'autres, on va dire que les écrivains considèrent comme des grands écrivains qui méritent un peu plus d'attention. Et donc, vous voyez Corneille, Pascal, La Fontaine, Molière, etc. Et donc, tout d'abord, vous voyez déjà que nous avons Corneille, qui écrivait des pièces de théâtre, des moralistes comme La Rochefoucauld qu'on va étudier, Pascal, que vous connaissez, Pascal, Blaise Pascal plutôt,
en raison de ses pensées et pas d'œuvres littéraires, etc. Donc, je ne vais pas insister ici. L'objectif, c'était de vous montrer que ce livre, le précis de la littérature française, c'est un livre qui n'a pas trop de critères d'organisation. Ce qu'il fait, effectivement, c'est de nous donner tous les noms avec quelques références des écrivains depuis le Moyen Âge jusqu'au XXe siècle. Il n'essaye pas d'organiser, il n'essaye pas de définir des critères pour mettre ensemble certains écrivains. On nous montre tous les écrivains d'une certaine période, même s'il n'y a pas de connexion entre eux. D'accord? Pour résumer, c'est une grande liste d'écrivains de toutes les époques. D'accord? Et ça, on peut dire que ce livre, il est, comment je peux dire, utile. Il nous est utile parce qu'il nous fait découvrir plusieurs écrivains. Par contre, il ne fait pas une connexion entre ces écrivains. Et quand je parle des connexions entre les écrivains, ça veut dire, prenons un certain écrivain, est-ce que cet écrivain, dans son œuvre, on est capable de voir des références des œuvres précédentes? Et comment il a lu les œuvres précédentes? Est-ce qu'il a été influencé par un mouvement ou par un autre? Non, nous n'avons pas trop d'informations à ces propos. Une autre chose qu'il faut faire attention quand on parle d'histoire littéraire. Non, je vais entrer dans le... J'arrête ce partage d'écran et je vais revenir dans le PDF de Gustave Lançon. Voilà. J'avance ici. Voilà. Ici, donc, ouais, je vais vous donner un autre exemple d'histoire littéraire. Je vais vous donner deux exemples d'histoire littéraire. Deux autres exemples. Le premier, c'était le précis de littérature française. Donc, c'était cette espèce de manuel ou d'encyclopédie d'auteurs, n'est-ce pas? Donc, si on veut avoir une référence, avoir une idée de quel était cet écrivain du XIVe siècle, on peut aller dans un livre comme celui-ci, ce précis de littérature, on va avoir une référence et peut-être c'est la possibilité de commencer à connaître un écrivain, un certain écrivain. Ici, nous avons ce livre de Gustave Lançon, et Gustave Lançon, cette histoire de la littérature française a été publiée en 1895, donc c'est un livre de la fin du XIXe siècle. Et dans ce qui m'intéresse ici, en fait, par rapport à Gustave Lançon, c'est qu'il va élaborer une méthode de l'histoire littéraire. Et donc, il va nous apporter certaines idées de comment, comme je disais tout à l'heure, comment organiser tous ces désordres d'auteurs et d'œuvres. Et quand on se propose à faire cette organisation, je reviens encore. Le geste ou l'effort de Gustave Lançon va être important parce qu'il va définir ou il va créer une méthode d'étude littéraire. C'est-à-dire que pour étudier la littérature, qu'est-ce qu'on fait? On étudie la biographie de l'auteur. On étudie seulement les textes.
autour de cet auteur, quels sont les textes qu'on doit étudier. Et ça, c'est intéressant parce que dans cet avant-propos, il va expliquer plus ou moins sa méthode. Et par exemple, il y a quelques extraits ici, ou pas quelques extraits, mais je voudrais vous montrer. Oui, il y a ici une distinction assez importante de sa conception de l'histoire littéraire et aussi de l'enseignement de la littérature, que je trouve assez intéressant. Et ça, c'est important pour vous et pour moi aussi. C'est parce qu'il nous apporte cette idée de pourquoi on lit la littérature. N'est-ce pas? C'est-à-dire, par exemple, dans mon cas, j'étudie la littérature parce que je suis professeur de littérature. Mon père, c'est souvent je parle de mon père ici, il est un grand lecteur, il est ingénieur de formation, aujourd'hui à la retraite, mais il aime bien lire et il est toujours en train de lire quelque chose. Et il lit, par exemple, il aime bien Éric Bélis, comment s'appelle son ensemble de livres, O Tempo e o Vento, n'est-ce pas? Mais mon père, en tant que lecteur, il aime bien l'histoire de O Tempo e o Vento, mais il ne s'inquiète pas par rapport à quel style d'époque, à quelle école, à quel courant Éric Bélis appartenait, ou quelle est la connexion de Éric Bélis avec la génération précédente ou la génération d'après, etc. Il a tout simplement lu une histoire, il a aimé cette histoire, l'a aidé à comprendre sa vie ou lui a donné envie de connaître le sud du pays. Il a fait un voyage avec ma mère au sud du pays pour le voyage de noces, etc. Donc, vous voyez, sa façon de lire la littérature n'a pas besoin d'être systématique ni systématisée, parce qu'il est tout simplement un lecteur. Mais vous et moi, nous sommes un peu plus que des simples lecteurs, n'est-ce pas? C'est-à-dire que quand on se met à lire un livre de littérature, ça nous intéresse, la couverture du livre, s'il y a une préface, le texte, la conception d'art ou de littérature de l'écrivain. Assez souvent, par exemple, une chose assez intéressante, c'est que, par exemple, les gens qui étudient l'œuvre de Machado de Assis, ils s'intéressent beaucoup à la bibliothèque de Machado de Assis. Parce que pour comprendre son œuvre littéraire, il y a ceux qui aiment bien comprendre ce qu'il lisait. Et il y a même, si je ne me trompe pas, à Rio, des livres de Machado de Assis, des chercheurs qui veulent et qui arrivent à avoir un accès à ces œuvres, ils peuvent lire, étudier et, par exemple, étudier les notes que Machado de Assis prenait dans la marge, de côté de la page des livres, pour essayer de comprendre comment il est arrivé à Dom Casmurro ou Memórias Póstumas, etc. Donc, vous voyez que cet effort de systématisation de ce qu'on étudie comme littérature, ça fait partie de cette méthodologie développée par Gustave Lanson et qu'il appelle l'histoire littéraire. Et l'histoire littéraire ici, c'est parce que on va prendre, par exemple, un texte d'un moment donné et on va essayer de comprendre ce texte et cet écrivain comme une pièce d'un ensemble plus grand. Et c'est-à-dire que ce livre littéraire, cet auteur, il vient avec des influences
qui sont venus avant, et il a généré aussi des influences dans la génération suivante. Il a influencé d'autres écrivains. Il a dialogué avec d'autres écrivains. Et une chose importante aussi quand on parle de l'histoire littéraire, c'est la difficulté de ce qu'on peut appeler la périodisation de l'histoire littéraire. Parce que tout à l'heure, j'ai parlé de l'autonomie de la littérature. C'est-à-dire, la littérature va être définie par ses propres règles. Et l'histoire littéraire, comment on va la faire? On va la définir avec ses propres règles. C'est-à-dire, par exemple, l'histoire générale. N'est-ce pas? On organise, par exemple, le 19e siècle. Il y a ceux qui considèrent le 19e siècle à partir ou après Napoléon, l'empire napoléonien, l'empire napoléonien, et le 19e siècle va terminer en 1914 avec l'éclosion de la Première Guerre mondiale. Parce qu'il y a des gens qui délimitent ces balises du 19e siècle parce qu'on considère que dans les premières années du 20e siècle, la structure politique du monde était encore celle du 19e siècle. Vous voyez, donc il y a des choses là qui ne sont pas tout simplement temporelles. On va utiliser certains événements qui ont changé les cours de l'histoire comme des balises pour les événements ou pour l'organisation des idées autour de l'histoire. Cela dit, ce qui est important à retenir de cette discussion, c'est que j'essaie, peut-être je complique trop les choses aujourd'hui. Dans les prochains cours, ça va être moins compliqué. Mais ce qui est intéressant de penser, pourquoi je propose cette discussion compliquée, complexe et parfois confuse, je la fais confuse parfois, c'est parce que quand on décide d'organiser les événements littéraires et de construire un ordre, de construire un récit, une narrative autour de ces événements littéraires, on peut subir l'influence de l'histoire générale ou tout simplement des siècles, ou on peut voir aussi une organisation autonome de la littérature elle-même. Et je vous explique ce qui peut-être est encore confus. Par exemple, on peut se dire, je m'intéresse à la littérature du 19e siècle. Et on va commencer de 1800 et on termine en 1899. N'est-ce pas? C'est-à-dire que on décide d'organiser les choses selon un critère purement ou tout simplement temporel, le 19e siècle. Je peux aussi penser à une périodisation plutôt par rapport à l'histoire générale et étudier la littérature, par exemple, de la période de Napoléon. C'est une possibilité. Ou je peux étudier la littérature de l'Ancien Régime en France. Donc, vous voyez que ce qui définit la période, c'est l'histoire générale et pas l'histoire littéraire. N'est-ce pas? Et donc, une façon peut-être plus autonome d'organiser la littérature, c'est quand on définit certains critères de tendance, de proximité esthétique, thématique,
philosophiques, etc., des œuvres, des auteurs et de la littérature. Et nous avons des idées comme le romantisme, le réalisme, le naturalisme, le symbolisme. Donc, vous voyez où je veux arriver, où j'arrive. Je sais que je compliquais peut-être de trop les choses, mais vous voyez que on peut... je reviens à l'idée antérieure de nous avons la littérature est un concept instable qui a besoin de définition constante. Quand on se propose à faire une approche historique de la littérature, ça nous oblige aussi à faire cette définition et de dire, par exemple, non, je prends une période temporelle, la première moitié du XIXe siècle. Je peux prendre un critère de l'histoire générale. Je choisis l'histoire de l'Ancien Régime, la littérature de l'Ancien Régime en France, ou de la Troisième République. Voilà. Ou sinon, je peux choisir, pourquoi j'arrive là à ces critères purement esthétiques de la littérature. Par exemple, je vais étudier la littérature du romantisme, les romantismes français. Les romantismes français. Le romantisme, peut-être les premières influences du romantisme commencent à arriver en France en 1800, 1810, quelque chose comme ça. Mais l'acte de naissance du romantisme, on considère en 1822 avec la publication de Méditation métaphysique d'un poète qui s'appelle Lamartine. Donc, vous voyez que le romantisme français, il commence de façon plus ou moins consensuelle. On considère la publication de ce livre de Lamartine comme l'acte de naissance du romantisme. Donc, c'est 1820 ou 22. Ce qui vient avant, on va considérer plus ou moins comme le pré-romantisme, pas forcément le romantisme. Et puis, en 1843, il y a un événement avec une pièce de théâtre c'est l'échec d'une pièce de Victor Hugo qu'on considère comme l'acte de mort, de décès du romantisme. Donc, vous voyez que le romantisme a une périodisation historique assez précise de 1820 à 1843. Donc, nous avons 23 ans de romantisme qui ne coïncide pas avec l'histoire générale de la France et ne coïncide pas avec la temporalité chronologique du début du XIXe siècle, la moitié du XIXe siècle, c'est-à-dire depuis 1800 à 1850. Donc, vous voyez que cette approche historique de la littérature nous exige une certaine définition aussi de quels critères temporels on va utiliser. D'accord? C'est clair maintenant? Vous avez des questions par rapport à cette discussion? C'est clair. Mais seulement une question. Je ne sais pas si c'est une question que je dois faire maintenant, mais je vais essayer de la faire et vous aider de répondre maintenant. Ça va? Oui, très bien. Pour choisir comment je peux dire, les œuvres théoriques, soutenir le travail final
on doit considérer cette distinction que vous avez, que vous venez de faire maintenant. Tu dis par rapport pour la dissertation finale? Oui, ça va. Pas forcément. On doit faire cette distinction dans le travail final, dans la dissertation. Non, pas forcément, Lázaro. En fait, la dissertation finale, elle est beaucoup plus simple que cette discussion que je propose ici. La dissertation finale, en fait, tout va dépendre, Lázaro, pour la dissertation finale, du sujet que vous allez vous-même proposer. Donc, pour la dissertation, c'est beaucoup plus simple. Genre, je sais pas, vous choisissez Hiroshima, mon amour, et vous voulez analyser un personnage. C'est tout. Donc, tu dois chercher peut-être quelques références théoriques sur la définition de personnage pour analyser le personnage. Tu n'as pas trop besoin de faire tout ce détour. Parce qu'ici, ce que j'essaye de faire, c'est de vous introduire ou de vous montrer de vous donner quelques notions de la richesse du champ d'étude, du domaine de l'étude de la littérature. Ici, il y a beaucoup plus de choses que vous allez avoir besoin pour la dissertation. La dissertation est beaucoup plus simple. Et en plus, vous voyez, pour la dissertation, vous avez 5 pages. Oui, ça va. D'accord. Donc, pour la dissertation, il faut aller direct au point, directement au point. D'accord. Pardon, vas-y. Quand je vais choisir de théoricien pour soutenir mon argument, c'est ça. Et je pense qu'il y a une opération pour la dissertation. Il y a des dates que vous avez mises dans le programme. Et si je pense moi, j'arrive à mettre dans mon cadre de théoricien des avis conflictants, je pense que vous me montrez, ça va? Oui, je vais vous montrer ça. Comme je vous ai dit, pour chaque étape de la dissertation, vous proposez quelque chose, un sujet, la problématique, et moi, je vais commenter et dire oui, ça va, ou vous pouvez avoir un problème avec ça, améliorer cet aspect. Donc, je vais vous aider à construire cet objet d'analyse. OK, d'accord. Oui, et en plus, Lázaro, il y a quelque chose par rapport aux œuvres de la dissertation. Toutes ces œuvres de la dissertation, ce sont des œuvres du XXe siècle. D'accord? Donc, ce sont des textes qui peut-être... on verra. Parce que tout dépend aussi de ce que vous allez proposer, en fait. Ouais, ça dépend de vous de proposer un sujet plus problématique ou quelque chose de plus simple. D'accord. Mais je vais entrer je vais expliquer encore la dissertation dans d'autres moments. T'inquiète pas. Le plus important par rapport à la dissertation maintenant, c'est de lire l'œuvre. Déjà, de commencer à lire l'œuvre parce qu'on aura une séance de débat. Il faut regarder dans le programme, mais c'est en août ou septembre, je ne sais pas. D'accord? Donc, le plus important maintenant, c'est de lire l'œuvre littéraire de la dissertation. C'est tout. OK?
Donc, je reviens je parlais de la périodisation. Voilà. Donc, et vous voyez que, peut-être pour conclure ici ce chapitre de l'histoire littéraire, aujourd'hui, ou peut-être pas aujourd'hui, quand on pense à un mouvement comme le romantisme, oui, ça je vais vous donner deux exemples. Pensons au romantisme et au baroque. N'est-ce pas? Le baroque, vous connaissez, vous avez au moins une notion du baroque, surtout si vous avez déjà visité le Minas ou Bahia, et sûrement vous avez étudié le baroque à l'école. Donc vous avez quand même une référence. Aujourd'hui, dans les études du baroque, il y a une idée qui peut être sembler un peu étrange, c'est quand on dit que le baroque n'a jamais existé. Est-ce que vous avez déjà entendu parler que le baroque n'a jamais existé? Non. Donc, si je vous dis le baroque n'a jamais existé, et vous me dites, mais et les églises à Salvador, et les églises à Ouro Preto, n'est-ce pas? Elles sont là, avec des œuvres de ces mouvements, le baroque. Nous avons Aleijadinho, c'est déjà la fin, le rococo, la fin du baroque. Mais quand on dit que le baroque n'a jamais existé, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est que à l'époque qu'on appelle aujourd'hui le baroque, ça n'existait pas un mouvement organisé avec une conception d'art, une conception de la littérature qui était le baroque comme nous connaissons aujourd'hui. Donc le baroque au XVIe, XVIe, XVIIe siècle, c'est quelque chose qui a été construit a posteriori, c'est-à-dire que les chercheurs, quelques siècles plus tard, ont regardé les œuvres de cette époque, ils ont reconnu une certaine tendance, une certaine récurrence de thèmes, de sujets, de conception de vie, etc. Et ils se sont dit, voilà, il y a quelque chose de commun entre toutes ces œuvres-là et quelqu'un, là j'ai oublié le nom du critique qui a donné les noms à ces mouvements, et comme vous savez, les noms baroques, ça vient d'une perle, uma pérola sans forme ou informe, uma perle informe, et c'est un concept, une notion qui vient de l'histoire de l'art. Et donc, c'est-à-dire que le baroque n'a pas, ou à l'époque du baroque, il n'y avait pas un leader, un écrivain ou un penseur qui a défini les critères de l'art baroque. Donc, c'était quelque chose, une tendance du moment qui était diffusée un peu partout. Quand on pense au romantisme, par contre, non, il y avait déjà des écrivains, des philosophes qui se proposaient à penser à leur moment présent et ils se sont classés comme nous sommes les romantismes parce que on comprend la littérature comme ça. Donc vous voyez la différence ici. Et ça c'est important quand on pense à ces genres d'organisations thématiques, philosophiques, spirituelles, quelque chose comme ça, parce que ça nous aide à reconnaître dans un certain moment quels sont les dialogues, et quelles sont les influences, quels sont le partage d'idées ou les différences entre les écrivains d'une même époque. Parce que quand je vous dis, par exemple, une organisation temporelle, assez souvent on organise comme
le livre de Yves Stalloni que vous allez utiliser ici, on dit le 19e siècle, c'était d'abord le romantisme, puis le Parnasse, puis le réalisme, le naturalisme, le symbolisme. Maintenant, il y a des moments où ces mouvements se cohabitent. Il y a une superposition entre les mouvements où ils habitent dans les mêmes moments historiques. Donc, ces genres d'organisation thématique des mouvements, ça nous aide à démontrer ou à montrer l'affinité, ça c'est un concept ou une notion importante, l'affinité entre les écrivains, les affinités et les divergences aussi. D'accord? Surtout au 19e siècle, je peux vous apporter ça aussi. Certains écrivains, il y a même, je ne sais pas si vous avez déjà fait le théâtre avec Gloria, le professeur Gloria, il y a la célèbre bataille de l'Hernani, la pièce de Victor Hugo, et pour l'avant-première, si je ne me trompe pas, il y a eu une vraie bataille, c'est-à-dire une bagarre, une dispute physique entre ceux qui défendaient le romantisme et ceux qui étaient pour le classicisme. Donc, si aujourd'hui on assiste à des bagarres, à des disputes entre des supporters de football, au 19e siècle, on a regardé quelque chose de semblable, mais par rapport à des supporters des courants esthétiques littéraires différents. Donc, ça, c'est assez intéressant à voir. Voilà, assez souvent dans l'histoire de l'art ou de la littérature, on voit ce genre de divergence, n'est-ce pas? Et sinon, pour terminer, non, il y avait quelque chose ici que je voudrais vous montrer. Ici, peut-être... non, peut-être c'est ça ici. Oui, je vais lire juste ce dernier paragraphe ici de Lançon quand il dit j'ai profité de tous les travaux qui pouvaient apporter des notions positives sur les écrivains et sur les écrits, faits biographiques ou bibliographiques, sources, emprunts, imitations, chronologie, etc. Ce sont là des éléments d'information qui font comprendre plus et mieux. Mais pour représenter le caractère des écrits et la physionomie des écrivains, je me suis interdit de résumer les jugements de maîtres que j'admire. Ici, c'est juste quelque chose d'important parce que dans l'écriture de son histoire littéraire, Lançon, il va se servir de tous les éléments disponibles autour de la littérature. Et quand je parle autour de la littérature, je veux dire le texte littéraire, les lettres de l'écrivain qu'il a échangé avec d'autres personnes, les journaux intimes, c'est-à-dire diarios, les cahiers de notes, os cadernos de notes, les copies, les manuscrits du livre, comme je vous ai donné l'exemple tout à l'heure de la bibliothèque de Machado de Assis, tous ces éléments peuvent être des instruments pour l'analyse littéraire. D'accord? C'est-à-dire que, et pour essayer de fermer cette discussion compliquée d'aujourd'hui, évidemment, la littérature ou les études littéraires ne sont pas une science exacte. Il y a à certains moments
de la théorie littéraire qu'on a essayé d'accorder aux études littéraires une certaine inspiration scientifique, n'est-ce pas? Mais quand on parle de littérature, on parle de subjectivité, de jugement personnel, n'est-ce pas? Cela ne veut pas dire qu'on va faire une dissertation finale tout simplement avec des opinions personnelles. Ce n'est pas ça. Mais l'opinion personnelle, les jugements personnels, c'est sûrement le premier pas, le premier degré de compréhension et d'étude de la littérature, n'est-ce pas? Donc, la littérature est quelque chose de flou, de pas très... c'est pas indéfinissable, mais ce n'est pas une définition carrée qu'on arrive à faire entrer dans une définition assez simple. En plus, ça, c'est une définition plus fermée dans l'idée de littérature. Puis, la littérature, ok, Adrilane, ça va, mais ça, de toute façon, ça reste enregistré, n'est-ce pas? Et en 2 minutes, je termine quand même. L'objectif, c'était de vous mettre en contact avec la complexité qui peut être l'étude de la littérature. Qui peut être. Ok, Taina, au revoir, à la semaine prochaine. Mais c'est ça. Ça dépend du degré qu'on veut assumer pour l'analyse littéraire qu'on veut faire. C'est ça. Ça peut être de façon historique ou ahistorique. On peut tout simplement privilégier le texte en tant que tel ou le texte en contact avec d'autres textes, un écrivain en contact avec d'autres écrivains ou tout simplement un écrivain, les courants esthétiques de la littérature, etc. Donc, l'objectif ici peut être un peu trop audacieux de parler de tellement de choses en 2 heures. C'était de vous montrer que la littérature est un concept complexe. Il peut être abordé comme on va le faire dans ces cours de façon historique. Et pour organiser les événements littéraires de façon historique, il y a des critères aussi à définir. Et dès qu'on se propose à définir de façon historique la littérature, on va retrouver certains problèmes comme la proximité esthétique entre les écrivains et les œuvres, la coïncidence ou pas avec des événements historiques de l'histoire générale ou autre chose. Et c'est ça, on n'a pas évidemment épuisé le sujet. Je n'ai pas entré dans la discussion sur les genres littéraires et je vais essayer donc d'en parler un petit peu la semaine prochaine pour terminer cette discussion, de parler de la problématique des genres littéraires. Donc peut-être je termine la problématique des genres littéraires la semaine prochaine, mais on parle aussi la semaine prochaine du surréalisme. OK. Est-ce que vous avez des questions avant de vraiment terminer? Non, ça va. Ça va. Donc, l'idée, c'était de vous donner un panorama de cette approche et pas de vous faire peur. D'accord? Donc, je vous remercie de votre attention et je vais vous indiquer quelques lectures pour la semaine prochaine pour qu'on entre déjà dans la discussion du surréalisme.
D'accord? D'accord. D'accord. OK. Donc, je vous remercie pour ces moments de discussion et on se revoit la semaine prochaine. Au À la revoir. semaine prochaine. Oui. Au revoir. Au revoir. À la semaine prochaine, Graziele. Au revoir, Lázaro. Au revoir. Au revoir, Letícia.